Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour une fois encore vous montrer les difficultés dans le quotidien du métier d'artisan horloger et vous montrer aussi que lors d'un achat d'une montre d'occasion, il faut être excessivement vigilant à qui vous achetez votre montre. Euh, on- Cette montre en question, hein, qui va être le sujet de cette vidéo, c'est réellement une montre maquillée. Comme il y a les voitures maquillées, hein, vous savez, une voiture maquillée, c'est une voiture qui est belle de loin, mais loin d'être belle. Bah, finalement, ça s'applique aussi au monde de l'horlogerie, clairement. Et bah, derrière, ça peut générer des grosses complications. Tant pour moi en tant qu'horloger, parce que bah, on y passe du temps et ce temps n'est pas toujours perdu et des fois on n'a pas toujours les solutions pour remettre la montre en état. Et aussi pour le client, parce que finalement le client, c'est lui le premier lésé. Donc voilà, on va essayer en fin de vidéo de tirer une morale de cette histoire. Ben voilà, pour toute expérience ben, mauvaise, on en tire quelque chose pour que dans le futur, on se fasse plus avoir. C'est aussi l'objet de ces vidéos, hein. Alors, ce sont des vidéos qui sont assez longues, mais j'aime bien vous montrer en détail pour vraiment vous expliquer concrètement ce qui se passe et pour que vous compreniez réellement les enjeux. Donc j'ai un client qui est venu à l'atelier, un client que je connais hein, depuis finalement assez longtemps, qui m'a confié quelques montres déjà. Client en qui j'ai relativement confiance, hein, j'ai aucun doute là-dessus, hein. C'est un client qui aime les montres, qu'on achète, qu'on revend, voilà, un clientèle classique que tous les horlogers on a, hein. Moi j'ai aucun problème avec ça. Et il vient avec moi, il vient à l'atelier, il m'amène une Omega Constellation. Donc déjà c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup parce que ce sont des très jolies montres. Et il me dit voilà, elle ne fonctionne pas, est-ce que vous pouvez la regarder? Donc déjà quand la montre elle arrive à l'atelier, on peut voir qu'effectivement, elle est vraiment très belle. Déjà, extérieurement, de loin, elle est très belle. Elle a un état extérieur absolument parfait. Elle est parfaitement bien polie. Les chanfreins sont polis. Les cornes sont satinées. La lunette est polie. Extérieurement, vraiment une montre de très belle qualité. On se dit, il y a pas de souci. Après, quand on la regarde à la loupe, on peut voir que rien qu'extérieurement, bon, c'est une montre qui a été repolie, mais excessivement bien repolie, et déjà le cadran a été repeint. Hein, le cadran, alors je ne sais pas si ce sera très visible à la caméra, mais bon, le cadran a été repeint, mais bien repeint. Je veux dire, il n'y a pas de souci, les index sont beaux, mais bon, le cadran repeint. Alors, faut pas s'arrêter sur un cadran repeint. Hein. Une fois de plus, les cadrans repeints, il y a différentes écoles. On peut être pour, contre. Moi, les cadrans repeints, je le conseille quand le cadran est vraiment très abîmé. Au-delà d'une patine, hein, quand le cadran est très abîmé suite à un dégât des eaux, par exemple, une montre qui a pris l'eau, le cadran est tout abîmé, c'est illisible. Effectivement, on va conseiller un cadran repeint. Mais une montre qui a une grande patine, là, je vais être plus nuancé. Mais ça, c'est mon avis, hein. Il y a des clients qui vont pas supporter, qui vont vouloir avoir une montre neuve, quitte à avoir un cadran repeint. J'ai aucun problème vis-à-vis de ça. Donc le cadran a été repeint et c'est vrai que déjà, première entorse, les aiguilles ne sont vraiment pas belles. Les aiguilles sont rayées, abîmées, voilà. Ça, c'est la première petite entorse. Mais bon, une fois de plus, hein, faut pas s'arrêter à ça. Ça se peut qu'un cadran ait été repeint. Les aiguilles se trouvent assez difficilement sur ces modèles-là. Bon, sauf si on a l'agrément Omega, mais c'est quand même assez cher, c'est assez compliqué à avoir. Donc bon, les aiguilles ont été conservées. C'est une petite entorse, mais on s'arrête pas à ça. Et par contre, à l'ouverture de la montre, effectivement, là, je me rends compte que le mouvement, il est pas très beau. C'est un mouvement 751, donc des très beaux mouvements, couleur cuivrée, certifié chronomètre, hein, surtout ceux-là, hein, c'est les 751 qui sont certifiés chronomètre, donc très bonne qualité de fabrication. Je me rends compte que c'est pas terrible, qu'il y a des vis qui sont un peu manquantes, des vis qui sont rayées, rouillées. Bon, on voit que clairement cette montre, elle a eu un problème dans son passé. Moi, je pense qu'elle a dû prendre l'eau très fortement et ça corrobore le cadran qui a été repeint. Bon, alors, bon, moi je vois ça, je regarde le mouvement, le balancier tourne. Bon, bon, je me dis bon allez, on va faire un bon gros entretien, pas de souci. Et je mets la montre en observation et ça part pour les travaux. Au moment de commencer les travaux, hein, là je démonte totalement le mouvement et là je me rends compte que le mouvement est vraiment excessivement en très 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 mauvais état, mais vraiment très mauvais état.
Euh, les pivots sont rayés, des vis sont manquantes, c'est pas terrible. Mais bon, j'y vais, je passe du temps à sauver ce mouvement, je le démonte totalement, je lave toutes les pièces, j'inspecte toutes les pièces, je sors le tour à pivoter, je repolis des pivots, etc. pour essayer d'avoir quelque chose de propre. Et ben, je lance les pièces au lavage. Une fois toutes les pièces rectifiées, je lave les pièces et je me retrouve avec mon mouvement totalement démonté et je commence la révision. Déjà, premier point, un point qui est vraiment là où on se dit ça peut un petit peu puer. On peut voir ici, ça c'était le ressort qui était sur la montre. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est un ressort d'une montre automatique. Et en fait, sur un ressort d'une montre automatique, le ressort, en fait, il part en fourche parce qu'il y a ce qu'on appelle une bride glissante qui vient appuyer sur le ressort et faire ce qu'on appelle le débrayage pour que le ressort il remonte. Et déjà, à l'intérieur du barillet, à l'intérieur, donc le barillet c'est un cylindre, hein, à l'intérieur du barillet, il y avait une bride glissante qui était restée là. Et sachant que c'était le ressort d'origine, hein, donc le ressort il avait ça bien sa bride glissante. Donc ça veut dire que dans le passé, la bride glissante elle a cassé sur un précédent ressort, ce qui peut arriver. L'horloger, il a enlevé le ressort, il n'a pas cherché à comprendre, il a mis un nouveau ressort automatique sans enlever l'ancienne bride. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la montre, elle travaillait avec une bride glissante sur une bride glissante. Donc déjà, déjà c'est de mauvaise augure, hein. Quand on voit ça, on se dit, c'est pas bon. Donc bon, moi j'ai bien, évidemment, comme je suis assez méticuleux, j'ai bien vu qu'il y avait cette bride glissante, donc je l'ai enlevé. J'ai remis un ressort neuf, parce que ce ressort-là, du coup, il avait l'air un peu usé, donc j'ai mis un ressort neuf. Et au niveau du remontage, une fois que tout est remonté, premier problème, la montre ne fonctionnait absolument pas. Un gros problème, pas d'amplitude, ça fonctionnait pas du tout. Et après un rapide diagnostic, je me rends compte de deux problèmes. Le premier, c'est que le balancier n'avait pas assez de jeu, mais pas du tout. Et premier problème. Et deuxième problème, il y avait le dard. Donc le dard, c'est une pièce de l'encre qui évite le renversement. On y reviendra plus tard. Touchait l'anti-choc. Donc double frottement, frottement d'un côté, pas assez jeu de l'autre, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc moi je suis assez curieux de trouver ça, mais bon, surtout quand la montre est arrivée et emboîtée, elle fonctionnait bien. Bon, je j'ai pas compris, donc bon, moi c'est pas grave. J'ai sorti la potence à rubis, j'ai redescendu un peu l'anti-choc côté platine pour donner du jeu au balancier. Et après j'ai retordu le dard pour qu'il ne frotte plus l'anti-choc. Enfin bon voilà, j'ai fait mon travail et j'arrive au final à une montre qui fonctionne excessivement bien. J'arrive à peu près à 270 degrés d'amplitude et un réglage absolument parfait. Donc très content, on se dit ah, cette montre elle revient de loin, mais ah, perfecto bello, c'était impeccable. Donc je remonte mon cadran, je remonte mon mouvement, je remonte le système de date, etc. Tout va bien. Au moment de poser le cadran, déjà, première difficulté qui arrive, c'est que je me rends compte quand je me pose le cadran, je me rends compte que le cadran n'est pas centré. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'un cadran soit centré. Parce que on va schématiser. Ça, c'est l'axe où vient se poser en fait mes aiguilles, voilà. Et en fait, mon axe doit parfaitement être centré par rapport au trou du cadran. On va dire que cette virole-là, c'est le trou de mon cadran. Et ce qui se passe, c'est que des fois, suite à un choc, l'axe il vient toucher le trou du cadran. Et c'est une source d'arrêt, hein, parce que ça crée un frottement. Sur les montres mécaniques, pas tellement, mais c'est un frottement, donc ça peut créer des mouvements parasites. Le cadran qui est décentré et qui arrête une montre, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur les montres à quartz. Hein, parce que les montres à quartz ont très peu de couple, donc du coup, si le cadran est pas centré et vient toucher l'axe des aiguilles, automatiquement ça s'arrête. Donc là, déjà, je me rends compte que le cadran n'est pas centré du tout, et on peut voir aussi au niveau du guichet de date, le guichet de date, en fait, le guichet de date, pareil, n'est pas centré tellement dans la date. Donc bon, je trouve ça un petit peu bizarre, et du coup, je vais recentrer mon cadran. Et pour recentrer mon cadran, qu'est-ce qui se passe? On va sortir un maillet, et avec le maillet, on va taper sur le cadran pour aller le remettre au centre. Et là, je me rends compte que je n'arrive pas à parfaitement recentrer mon cadran. C'est jamais terrible et bon, on peut taper, mais bon, il y a une certaine limite, hein, parce qu'après, si on tape trop, on peut casser les pieds de cadran. Alors, bon an, mal an, j'arrive à retoucher, recentrer mon cadran le mieux que je peux pour arriver à quelque chose de correct. C'est pas parfait, mais c'est correct, malheureusement, voilà. Donc déjà, je trouve ça un petit peu bizarre. Et ensuite, je mets mon cadran, mes aiguilles, etc. Et ça fonctionne bien. Ensuite, je me rends compte d'un second problème, c'est qu'en posant mes aiguilles, que le cadran ne tient pas très bien. C'est-à-dire que derrière le cadran, il y a ici ce qu'on appelle les pieds de cadran. Et ces pieds de cadran vont dans des trous. Et ces pieds de cadran sont ensuite verrouillés par une vis qui est dans la platine, dans le mouvement. Et là, je me rends compte qu'il y a une vis qui passe au-dessus du pied de cadran. Voilà, ça c'est mon pied de cadran. Normalement, le pied de cadran, ils doivent taper comme ça. Là, c'est la vis, ils doivent appuyer comme ça. Et là, le pied de cadran est comme ça.
Donc là, je trouve ça bizarre et je redémonte et je me rends compte finalement que les pieds de cadran ont été ressoudés. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Et non seulement ils ont été ressoudés, mais du coup pas soudés au bon endroit parce que le cadran n'est pas centré. Donc ça, voilà pourquoi le cadran n'était pas centré. Et ensuite, il y a un des pieds de cadran qui est trop court. Donc du coup, la vis, elle passe, elle passe au-dessus. Donc du coup, le cadran n'est pas verrouillé correctement. Donc déjà, on voit ça, c'est aussi, bon, vraiment pas top. Alors j'arrive, bon an, mal an, en trouvant une autre vis, parce que les vis de cadran, elles ont une pointe, elles ont un bout pointu, hein, pour vraiment rentrer dans le cadran. J'arrive en mettant une vis à tête plate, à bout plat, aller essayer d'aller taper légèrement le cadran pour le piquant, pour le verrouiller. C'est pas terrible, mais bon, à un moment, on peut pas faire autrement. Mais bon, d'un côté, le cadran, il est parfaitement en place, ça ne peut pas bouger. Après, quand il est fini, voilà, là, il y a quand même les pieds, une vis qui verrouille, l'autre qui verrouille, on va dire, à la moitié ou un quart. Bon, bon an, mal an, c'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être aussi être pire, donc on se dit, bon, on reste comme ça. Donc, bon, on arrive, on progresse, et là arrive le moment où j'emboîte le cadran. Déjà, première difficulté, je me rends compte, quand la montre a été nettoyée, passe aux ultrasons, qu'à l'intérieur du verre, il y a une rayure, alors ça vous le verrez pas à la caméra, mais à l'intérieur, il y a une rayure circulaire en haut du verre. Et ça, cette rayure circulaire à l'intérieur, c'est tout simplement l'aiguille de seconde, donc la trotteuse, qui vient frotter le verre. Et comme c'est un verre plexi, le verre, il se raye. Donc déjà, on dit que ça pose problème. Concernant le verre, je me rends compte également que ce n'est pas un verre d'origine, que c'est un verre aftermarket, on va dire. Pour pas dire contrefaçon, mais bon, pas un verre d'origine Omega. Il a bien au centre le petit logo Omega, hein, parce que les personnes les plus érudits savent que les verres Plexi ont un petit logo Omega gravé au milieu, hein, pour vérifier si c'est un verre Omega. Mais le logo Omega sur les verres d'origine, c'est un logo qui est très discret. On le voit très peu, faut un petit peu jouer avec la lumière pour le voir. Et là, c'est un logo qui est très flagrant. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est clairement pas un verre d'origine Omega. Et qui plus est, le logo Omega n'est même pas centré. Donc là, on dit, bon bah voilà, le verre n'est pas le bon, il n'est pas assez haut, et après renseignement, c'est un verre qui fait 4 mm 8 d'auteur, et normalement c'est un verre qui fait 5 mm 30. Donc il y a une grosse différence, et cette grosse différence, c'est ce qui fait que l'aiguille touche. Donc là, ce n'est absolument pas bon, c'est-à-dire que cette montre n'aurait jamais pu fonctionner, avec tout ce qui a été dit en amont, hein, n'aurait jamais pu fonctionner correctement. Donc bon an, mal an, j'arrive en redescendant un peu ma trotteuse, en essayant différents tests et à faire en sorte que la trotteuse touche pas réellement le verre. Après, je me suis dit, bon, on va faire un emboîtage provisoire, le temps de trouver un verre d'origine conforme. Mais en attendant, j'arrive éventuellement à sauver le verre, si on peut éviter de remplacer celui-ci, parce qu'un verre, une fois de plus, c'est très cher, c'est très onéreux, c'est très compliqué à trouver. Je me suis dit, on va essayer de garder celui-là, on peut voir ce qu'on peut faire. Et j'arrive, bon an mal an, à trouver une solution. Alors la technique pour savoir si une trotteuse touche ou pas le verre, on vient aller appliquer une goutte d'huile au bout de la trotteuse et emboîter le mouvement. Et si jamais la trotteuse touche le verre, elle va répandre de l'huile sur le verre. Et si la trotteuse ne répand pas d'huile sur le verre, hein, parce qu'on vient mettre une petite goutte d'huile sur la pointe, ça veut dire qu'il y a assez de jeu, de sécurité entre la trotteuse et le verre. Et là, j'arrive en faisant ce test à faire en sorte que la trotteuse ne touche pas. Donc bon, bon an, mal an, bon, on se dit ça peut marcher comme ça, mais bon. Et là, je emboîte ma montre, donc je suis content, hein, sachant que là, il y a quand même des heures de travail derrière. Sachant qu'en temps normal, une révision comme ça, c'est 4 heures de travail. Hein. Là, j'en suis à plus d'une journée quand même, avec toutes ces conneries. Et j'arrive à la solution finale où je vais aller verrouiller mon mouvement dans la boîte avec ce qu'on appelle des pattes d'emboîtage, donc des pattes de verrou, et qui tiennent avec des vis. Et quand je mets ces pattes d'emboîtage et que je les verrouille correctement, et bien là, très rapidement, je me rends compte que le mouvement ne fonctionne plus correctement. Et au bout d'un moment, il s'arrête. Alors, assez curieusement, je fais une petite enquête et je me rends compte que le mouvement passe au renversement. Donc, quand il passe au renversement, ça veut dire que voilà, il n'y a pas assez de sécurité au niveau des éléments de sécurité du renversement. Soit il n'y a pas assez de jeux, soit les jeux sont mauvais partagement et mal alignés. Donc je commence à refaire un test, je regarde, je vérifie tous mes jeux, tout est bon. Donc mouvement sorti, tout fonctionne, et mouvement en place, quand on verrouille les pattes, ça ne fonctionne pas. Alors après, une bonne heure de recherche, eh ben, j'en suis arrivé à la conclusion que cette boîte, qui est parfaitement belle et parfaitement polie et très très jolie, eh bien, elle est voilée. Voilà, donc cette boîte, elle a eu un choc
ici au niveau de la couronne, et la boîte, elle est cintrée comme ça. Et ce qui fait que le mouvement, en fin de compte, quand on le met dans la boîte, il n'appuie pas correctement, le mouvement, il ballotte comme ça, clac, 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 clac. Et quand on vient aller verrouiller les pattes d'emboîtage, avec la force des pattes d'emboîtage, le mouvement, il se cintre, et en se cintrant, tous les jeux de partagement au niveau des éléments de sécurité contre le reversement sont modifiés, et du coup, la montre passe au reversement. Et c'est pour ça que, non emboîté, la montre n'avait pas assez, le balancier n'avait pas assez de jeu, et que le dard touchait l'anti-choc. C'était pour, en fin de compte, contrer la déformation emboîtée. C'est du délire, du délire. C'est honnêtement, les bras m'en tombent. Donc là, on en arrive à la conclusion que cette montre est vraiment très belle extérieurement. Par contre, intérieurement, c'est terrible. Il n'y a rien qui va, pied de cadran pas bon, mal centré, la boîte tordue, le verre pas bon. Enfin, voilà. Et c'est une montre qui a été visiblement achetée d'occasion dans cet état, qu'on a rendu très belle extérieurement. Effectivement, une personne un petit peu amateur d'horlogerie, avec quelques connaissances, il voit cette montre-là, et il se dit, elle est vraiment très belle. Et pour le coup, hein, elle est excessivement bien polie. Hein. Là-dessus, j'ai aucun reproche à faire là-dessus. On peut acheter en toute bonne foi, éventuellement l'ouvrir, voir que le mouvement est un peu oxydé, rouillé, mais bon, pas parfait, mais ce qui peut faire baisser un peu la cote de la montre, mais bon, ça passe quand même si on n'ouvre pas toujours les montres lors des achats d'occasion. Et là, on arrive à finalement une montre qui a sans doute été achetée relativement cher eu regard de son état, mais qui se retrouve réellement en très mauvais état. Une fois de plus, boîte voilée, c'est une véritable catastrophe. Voilà, donc en fin de compte, la morale de cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer? Déjà, en tant que client et amateur de montres d'occasion, soyez excessivement vigilant à qui vous achetez vos montres d'occasion. Tout simplement, c'est n'achetez pas vos montres à l'autre bout de la planète, à l'autre bout de l'Europe, parce que si jamais vous avez un problème, comme c'est le cas ici, vous savez pas sur qui vous retournez. Déjà, là en fait, le client il vient me voir moi et pas le vendeur. Alors je ne lui ai pas demandé où il l'a acheté, mais c'est clairement parce que le vendeur il peut pas le joindre, ou que c'est compliqué, ou que c'est loin. Donc achetez une montre d'occasion à un vendeur local sur qui vous pouvez vous retourner en cas de problème. Et achetez votre montre à un véritable horloger. Je veux dire, ça peut sembler couler de source, mais c'est pas ce qu'on voit réellement dans les transactions. Achetez vos montres à un horloger compétent qui a un atelier sur place. Ça veut dire que si jamais vous avez un problème après, c'est l'horloger qui fait la réparation sur place et qui trouve la solution. Et si la solution n'est pas trouvée, l'horloger, il vous rembourse le prix d'achat de votre montre. Et ce qui est logique, et ce qui est légal. Et que même si vous l'attaquez devant les tribunaux de commerce iront toujours à l'avantage du consommateur au détriment du professionnel. Et peu importe les arguments du professionnel, ce sera toujours le consommateur qui sera gagnant. Donc achetez une montre d'occasion à un vendeur de confiance et à un horloger reconnu avec un atelier sur place et qui trouvera une solution en cas de problème, comme c'est le cas ici. Voilà. Et on peut aussi tirer la conclusion, pour moi, en tant qu'horloger, j'ai clairement fait une erreur. J'ai beaucoup réfléchi sur cette montre, ce que j'ai fait. Clairement, une montre avec belle de loin, belle extérieurement, un cadran repeint et qu'on a rendu belle et un mouvement dans un état aussi pourri. J'aurais clairement dû dire, attention, signal rouge, Paul, n'y va pas parce que ça pue. Parce qu'un horloger consciencieux, clairement, il ne va pas vendre une montre dans un état de mouvement aussi pourri, avec des vis abîmées, des vis manquantes, un pied de cadran qui est trop court et qui ne roule pas le cadran, et surtout des aiguilles en aussi mauvais état. Donc voilà, là j'aurais dû, moi, être plus prudent dans mon estimation, dans mon travail. Clairement, je le reconnais, j'ai fait cette erreur-là, cette montre-là, je n'aurais jamais dû me lancer là-dedans pour tout ce que j'ai mentionné. Parce que c'est une montre qui est belle à l'extérieur, à l'intérieur c'est vraiment moche. Donc clairement, c'était clairement une source de conflit, une source à galère. Il faut savoir que sur cette montre, jusqu'à présent, j'y ai passé une journée et demie. D'accord? J'ai passé une journée et demie de travail sur cette montre pour arriver au final où ça ne fonctionne pas. Et dans l'état, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que là, je ne peux pas rendre cette montre comme ça, je ne peux pas la rendre dans cet état à mon client et je ne peux rien facturer. Clairement, je ne peux rien facturer. Parce que je ne peux facturer que s'il y a quelque chose qui fonctionne derrière. Donc là, je vais essayer de trouver une solution. Je vais essayer de voir si je peux rectifier la boîte.
Je vais retrouver un verre d'origine ou un verre conforme avec les bonnes hauteurs pour essayer déjà de contrer cette difficulté-là. Et là, je vais voir ce que je peux faire, si je peux trouver une solution. Et malheureusement, si je peux pas trouver de solution, eh ben, je vais être obligé de tout remboîter, rendre la montre comme ça à mon client. Et malheureusement, j'aurais perdu tout mon travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, une fois de plus, c'est de ma faute. J'aurais dû être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus sélectif dans mon travail. Là, je n'aurais pas dû commencer les travaux parce que clairement, ou alors j'aurais dû arrêter les travaux dès que j'ai vu que c'était vraiment trop pourri. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon erreur. Donc c'est la morale, c'est qu'est-ce qu'on en tire de ces expériences-là. Je fais ces vidéos pour vous montrer en direct et avec des exemples concrets du marché de l'horlogerie. Il faut faire très attention, une fois de plus, à qui vous achetez vos montres, parce que le marché est très florissant. La demande sur les vintage, et notamment les vintage Omega, et notamment les Omega Constellation, est vraiment très fort, très demandeur. Et comme on voit des voitures maquillées, on voit aussi des montres maquillées, et cette montre en est la preuve. Voilà. Donc cette vidéo est assez longue, j'espère que je ne vous aurai pas perdu en cours de route. J'essaye de donner un petit peu des explications concrètes, donc c'est vrai que ça fait des vidéos qui sont une fois de plus très longues. Autant rentrer les choses concrètement dans les explications et pour que vous compreniez vraiment tout cela et attirer votre attention sur cette vigilance. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poster en commentaire. À bientôt!